Nous poursuivons la discussion autour de ces flux migratoires. Nous avons longuement évoqué ce qui s'est passé hier au large de Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. C'est 12 morts au moins, dont 6 mineurs, et 10 étaient des femmes. 20 nouveaux morts aujourd'hui, cette fois-ci non pas dans la Manche, mais en mer Méditerranée. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est également les commentaires politiques qui peuvent être faits suite à ces différents drames et la réponse politique à apporter, et notamment le positionnement de la gauche aujourd'hui par rapport à la gauche il y a une petite quarantaine d'années. Nous avons, avec plusieurs membres de la rédaction, été dans ce que j'appelle la boîte à archives pour tenter d'éclairer un tout petit peu la situation. Et vous allez voir ce que disaient François Mitterrand et Georges Marchais. Et je disais tout à l'heure que les discours qu'ils tenaient à l'époque seraient jugés par des personnes issues des mêmes mouvements, que ce soit le Parti socialiste ou le Parti communiste, comme des commentaires d'extrême droite. Écoutez. Il est bien normal que les immigrés clandestins sachent que cet État qu'ils désiraient tant se trouve dans l'obligation, parfois morale et en tout cas légale, de les faire retourner chez eux. C'est la politique très simplement exprimée que nous entendons défendre, étant entendu que jamais nous n'avons accepté, pour ce qui nous concerne, et moi le premier, les raisonnements à connotation raciste dont on peut user électoralement, mais qui ne correspondent à l'intérêt de personne. Il faut stopper l'émigration officielle et clandestine. Il est inadmissible de laisser entrer de nouveaux travailleurs immigrés en France, alors que notre pays compte près de 2 millions de chômeurs français et immigrés. C'était il y a 45 ans, et c'est assez intéressant. On a débuté, ça a vieilli, hein. On a débuté l'émission avec Raymond Devos sur la situation politique, mais c'est intéressant. Pour les wokistes, ça serait intéressant de voir ça, parce que les gens ils vont encore déformer, etc. Mais ça montre bien qu'aujourd'hui la situation, en France, comme vous le savez, alors on dit qu'il y a un taux de chômage qui est autour des 7,5%, c'est le taux de chômage de catégorie A, mais si vous regardez tous les chômeurs, on est, tenez-vous bien, à 16,5% de taux de chômage. Il y a plus de 6 millions de personnes. Donc quand on nous dit, non, mais on a des pénuries de main-d'œuvre, etc., donc il faut augmenter l'immigration. Non, en fait, le gros problème, c'est que la main-d'œuvre, elle est là, mais elle n'est pas malheureusement utilisée parce qu'il n'y a pas les formations ou malheureusement il n'y a pas la bonne orientation. Donc c'est en cela que l'argument, c'est le même que dit Georges Marchais pourtant à l'époque. Il y a donc 40 ans, comme vous l'avez bien dit. Et l'autre enjeu qu'on oublie souvent, et je pense notamment à toutes les populations africaines, c'est que l'Afrique, si vous voulez, c'est le continent où il y a le potentiel de croissance le plus élevé au monde. C'est-à-dire que il y a encore quelques années, l'Asie était en retard. Eh bien, l'Asie a eu son ère de gloire avec une croissance très forte, la Chine, etc. Donc, elle a rattrapé en partie son retard. Aujourd'hui, l'Afrique devrait avoir chaque année, quand je dis l'Afrique au niveau global, devrait avoir 6% de croissance par an. Or, ils ont seulement 1,5% de croissance par an. Donc, c'est ça le problème. Il ne vient pas de chez nous, c'est qu'il faut créer effectivement les conditions d'une croissance plus forte, d'une stabilité politique dans ces pays-là pour que justement les Africains aient envie de construire leur pays et de rester. Et sachant qu'en plus, quand ils arrivent ici, c'est pas forcément la panacée. Donc tout l'enjeu aujourd'hui est là, c'est qu'on doit mieux répartir cette croissance. Mais aujourd'hui, le problème, il est sur l'Afrique qui devrait aujourd'hui connaître une croissance très forte. Et heureusement, on a des pays qui arrivent à s'en sortir. Là, je pense par exemple au Maroc. Et donc, on devrait, l'Afrique du Nord, hein, et donc des pays également d'Afrique centrale ou du Sud arrivent à s'en sortir. Il faudrait prendre modèle sur ces pays-là, parce que s'il y a une croissance forte dans ces pays-là, les Africains n'auront pas envie de partir. Ils resteront sur leur territoire. Marc, vous parlez du Maroc. Moi, j'ai en mémoire une déclaration de feu le roi Hussein du Maroc. Absolument. Hassan, pardon, excusez-moi. Oui. Qui parlait justement et qui disait en riant, dans son français parfait, que les Marocains n'étaient pas faits pour s'intégrer dans d'autres pays et que les Marocains n'avaient pas vocation et qu'il ne fallait pas espérer ça. Donc je trouve que cette idée aujourd'hui qui consiste à dire on n'a pas forcément besoin d'une population immigrée, sauf ponctuellement, sauf en effet pour construire une économie, ce qu'on a fait quand on a construit l'automobile. Rappelez-vous les premiers conflits Renault, Citroën dans les années 80, où en effet c'était des populations immigrées là, qui étaient arrivées pour construire cette industrie automobile. Mais à l'époque, il y avait cette
cette idée que c'était pas forcément l'idée de rester dans un pays et qu'à un moment donné, on allait pouvoir revenir à la base. Les Italiens revenaient beaucoup chez eux après. Absolument. Les Polonais aussi. Mais aujourd'hui, c'est un discours qui est très difficile à dire et alors mettre en pratique, n'en parlons pas. Non, mais on voit bien que toutes ces discussions autour de l'immigration et des problèmes aussi liés à l'immigration illégale, c'est pas d'aujourd'hui. C'est que fin des années 70, 74 d'ailleurs, je crois que c'est 74, il y avait l'arrêt du regroupement familial. 77, je crois que c'est là où Stoléru avait donné 1 million pour que les gens, 1 million de centimes, je veux dire ça. De francs. De francs. Qu'il avait donné aussi pour que les immigrés puissent retourner chez eux avec leur famille. Donc on voit bien qu'il y avait déjà une volonté d'arrêter l'immigration, mais en fait, moi, je pense qu'on est dans une espèce d'hypocrisie en réalité. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quoi faire. Mitterrand lui-même avait régularisé, je crois qu'il avait commencé en 1980. Mais il y avait des discours peut-être, et c'est pour cela que je vous ai montré ces images et que je vous ai diffusé ces images sur l'antenne d'Europe 1. C'est tout simplement parce qu'il y avait peut-être plus de prise avec le réel. Et ensuite, il y avait une volonté politique d'avoir un discours qui pouvait agir sur le réel. Le prise avec le réel, effectivement, mais en même temps, c'est un peu ambigu. C'est comme aujourd'hui. On parlait tout à l'heure d'une politique unique au niveau de l'espace Schengen qu'on n'a pas. On l'a voulu le faire. Vous avez le règlement de Dublin. Vous avez Eurodac, le fameux fichier. Mais vous savez, on parlait tout à l'heure de l'Italie. L'Italie, elle laisse passer. L'Espagne, elle laisse passer. Et puis en plus, on n'a pas partout la même politique sociale. On n'a pas partout le même accueil. Nous, en France, c'est vraiment l'accueil inconditionnel aujourd'hui. Vous pouvez lire Didier Lesky, le préfet et directeur de l'OFII. Vous allez voir que c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit bien que les politiques diffèrent et qu'en fonction, eh bien, les migrants, ils choisissent où venir et c'est beaucoup plus facile. Vous prenez par exemple l'Allemagne. Quand l'Allemagne, vous êtes débouté du droit d'asile, c'est simple, vous venez en France. En France, vous avez plus de chances que votre droit d'asile soit accepté. Donc, en fait, on est dans l'ambiguïté. Et puis aussi, c'est les messages, Florian. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui aux gens? On leur dit, ne venez pas, mais on signe le pacte asile-immigration en disant que si vous acceptez pas la répartition, vous avez une amende de près de 20 000 € par personne. Donc, vous voyez. Et puis, en même temps... C'est ce qui concerne les pays. C'est vrai qu'il y a un partage du flux migratoire qui arrive notamment en Italie, en Espagne et en Grèce. Et cela vise les autres pays européens qui sont moins concernés par cette immigration. Il se dit quoi? Il se dit ça ne sert à rien que je suive le processus d'une immigration légale, comme ce que moi j'ai connu. Moi, mes parents, mon papa est arrivé dans le cadre d'une immigration légale, c'est-à-dire du pays d'origine. Il allait voir le centre pour travailler en France, et puis tout était fait, et vous arriviez dans des conditions légales. Aujourd'hui, c'est plus ça, et en plus, vous êtes sûr d'être régularisé. Et ce qui est terrible, c'est qu'ensuite, compte tenu justement du fait qu'il y a trop peu de personnalités politiques qui affichent très clairement une volonté politique pour pouvoir régler cette question, on commente quasiment quotidiennement à présent ces drames. Je parlais de ces 12 morts hier au large de Boulogne-sur-Mer et j'évoquais de nouveau ces 20 morts au large de la Méditerranée. On va peut-être faire un tout petit point sur les accords du Touquet qui sont assez régulièrement remis en question. Vous savez, c'est ces accords bilatéraux signés au tout début des années 2000 qui ont été modifiés à un certain nombre de reprises, 2009, 2010, 2014, 2018 et qui sont de nouveau questionnés avec notre envoyée au Royaume-Uni, Sarah Menahi. On écoutera Sarah Menahi d'ici quelques instants sur ces accords du Touquet afin peut-être de revenir justement sur ces différentes tentatives qui malheureusement conduisent et qui peuvent être commentées comme étant autant de tentatives qui ont échoué ces dernières années. Écoutez ce résumé signé Sarah Menahi. Signés en février 2003, les accords du Touquet prévoyaient notamment une collaboration pour le contrôle de la frontière entre la France et le Royaume-Uni. Depuis leur entrée en vigueur au début de l'année 2004, ces accords du Touquet ont permis notamment la mise en place de structures communes de contrôle frontalier. Et depuis, il y a eu d'autres accords bilatéraux qui ont été conclus. Le dernier en date, mars 2023, qui prévoyait notamment un financement à hauteur de 541 millions € de la part du Royaume-Uni pour soutenir les efforts français, appuyer les efforts
efforts de la France. Alors réduire les niveaux d'immigration illégale, c'est l'une des grandes priorités du gouvernement travailliste de Keir Starmer, mais le sujet est souvent source de tensions entre Paris et Londres, puisque côté britannique, on estime parfois que malgré ces accords et malgré le financement du Royaume-Uni, les Français ne font pas tout ce qui est en leur pouvoir pour arrêter ces bateaux qui traversent illégalement la Manche. On va poursuivre la discussion, mais avant cela, nous allons écouter Gérald Darmanin qui s'est rendu du côté de Boulogne-sur-Mer après ce drame, 12 morts, je le disais à l'instant, hier au large de Boulogne-sur-Mer. Je crois, et c'est très important, et ce sera sans doute le rôle du prochain gouvernement dès qu'il sera nommé, et donc du prochain ministre de l'Intérieur, de négocier ce que nous demandons et ce qui a été demandé par le président de la République à Boris Johnson il y a plus de 2 ans, un traité migratoire entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Parce qu'aujourd'hui, les personnes qui vont, aujourd'hui c'est sans doute des personnes de la Corne de l'Afrique qui ont été concernées par ce drame, qui vont en Grande-Bretagne, ils vont pour rejoindre une famille, pour y travailler parfois dans des conditions qui ne sont pas acceptables en France. Et il est important de rétablir des relations migratoires classiques avec notre ami et voisin la Grande-Bretagne. Il semble que nous soyons dans une impasse et que ce soit très compliqué d'agir sur cette question. Cela me rappelle peut-être cette phrase du général de Gaulle, les pays n'ont pas d'alliés, ils n'ont que des intérêts. Et on le voit très clairement sur cette question migratoire, notamment au sein de l'Union européenne. Mais en plus, ce qui est, j'allais dire, extraordinaire, si vous me passez l'expression, c'est que dans cette affaire, si on se rappelle pour quel motif les Britanniques ont voté le Brexit, c'était précisément parce qu'ils se disaient, comme on est en Europe, finalement, on récupère, entre guillemets, des immigrés dont nous ne voulons pas. Et donc, on a vu récemment qu'il y a eu des émeutes parce que, sans doute, en effet, entretenues par les réseaux sociaux, mais en tout cas, où il y a des gens qui sont descendus dans la rue en disant, il y en a trop, on se sent plus en sécurité, blabla. Parce qu'en effet, dans le motif profond des Britanniques pour quitter l'Europe, c'était pas les motifs économiques, c'était il y a trop d'émigrés qui arrivent chez nous. Donc aujourd'hui, dire on va faire un pacte où il faut re-signer un accord avec le Royaume-Uni, parfait, mais il faudrait déjà en effet d'avoir une politique commune européenne en matière d'immigration, ce qui est loin d'être le cas, parce que de toute façon, c'est pas la France toute seule avec le Royaume-Uni qui va pouvoir arrêter les flux migratoires. Et les accords du Touquet, c'est bien gentil. Alors, bien sûr, on a mis la frontière au Touquet. Bon, on aurait sans doute mieux fait de la mettre de l'autre côté. Comme ça, il aurait fallu négocier ça en même temps que le Brexit. Vous quittez l'Europe, reprenez votre frontière. Bon, on l'a pas fait, tant pis pour nous. Mais j'allais dire, aujourd'hui, c'est absolument impossible de faire un accord franco-britannique. Il faut un accord entre l'Europe et le Royaume-Uni. Parce que dans l'immigration au sens large, si on regarde vraiment la réalité en face, quand est-ce que ça fonctionne ? Quand, après l'immigration, il y a intégration. C'est ça le grand enjeu. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des règles du jeu. Et quand on est immigré, effectivement, on doit respecter ces règles du jeu. Alors, a fortiori, si on est clandestin. Là, ce qu'on observe, c'est ce qui se passe d'ailleurs, ce qui se passe en Angleterre et même en France, c'est que malheureusement, il n'y a pas ce respect, il n'y a pas cette intégration. Et c'est là où c'est extrêmement dangereux, parce qu'en plus, justement, dans les années 70-80, il y avait, surtout 70, il y avait de la croissance forte, donc ça allait encore, le chômage était relativement bas. On voit Georges Marchais qui parlait tout à l'heure, alors que le chômage était bien plus bas qu'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je dirais, il sauterait au plafond. Donc, ça veut dire qu'à l'heure actuelle, ça crée des tensions sociales et sociétales qui sont extrêmement dangereux. J'en parle parce que moi, je viens des cités HLM d'Orly. Et à mon époque, si vous voulez, donc dans ma jeunesse, on était tous ensemble et on voulait tous s'en sortir. Aujourd'hui, s'il n'y a pas cette cohésion, cette volonté de s'en sortir et de s'intégrer, alors là, c'est très dangereux pour la société française. Parce qu'on est passé d'une immigration économique où on faisait venir en effet des travailleurs de l'étranger pour occuper des postes. Alors d'abord en effet d'Italie, d'Espagne. Moi mes grands-parents sont venus d'Espagne. Je sais pas le physique, mais enfin je suis à moitié espagnol. Et pour les faire travailler en France, mais on est passé à une immigration humanitaire. Donc ça change complètement la règle du jeu. Parce qu'en effet, quelqu'un qui vient pour travailler, soit il s'intègre, soit il rentre chez lui. Mais l'immigration humanitaire, il y a en effet des drames personnels qu'on n'arrive pas à résoudre. Merci. Et puis il y a le pourcentage. Merci beaucoup. On pourrait bien évidemment poursuivre cette discussion extrêmement intéressante, notamment à l'aune de ce que nous vous avons diffusé tout à l'heure, ces deux prises de parole de François Mitterrand et Georges Marchais. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci à vous cinq. Merci également aux chers auditeurs et téléspectateurs pour votre fidélité. Vous avez rendez-vous dans un instant avec Pierre de Villeneuve sur Europe 1 et Christine Kelly sur CNews. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain matin.